Soyez les bienvenus. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'appuyer sur la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Pour commencer, je vais vous parler de Francis Ngannou, de son parcours et de sa vie. Francis est né dans une famille pauvre au Cameroun en 1986. Enfant, à l'âge de 9 ans, pour survivre et aider sa famille, il commence à travailler dans les carrières de sable à Battier. Très tôt, il constate qu'il dispose d'une force quasi surnaturelle dans ses mains et dans ses bras. Il évalue son potentiel et se construit un rêve, celui de devenir professionnel de la boxe anglaise, à l'image de Mohamed Ali, de Mike Tyson et consorts. Et alors, avec détermination, il élabore un plan dont la réalisation nécessite qu'il se lance dans l'aventure de la migration clandestine. Francis traverse le Nigeria, le Niger, le Sahara, l'Algérie pour arriver au Maroc où il est confronté à la brutalité sans nom des gardes-frontières marocains qui empêchent les migrants d'escalader les barrières qui séparent le royaume chérifien des enclaves coloniales espagnoles de Ceuta et Melilla. Les barbelés déchirent son ventre, ses mains. Il opte alors pour la traversée de la Méditerranée. Comme dans le désert, il voit des gens mourir autour de lui. Arrivé en France, il continue de galérer dans la précarité. Pour survivre, il prend tout ce qui lui tombe sous la main. Il fait quelques combats informels, des matchs d'exhibition pour lesquels il n'est même pas équipé. Sur cette photo, à l'issue d'un de ses combats qu'il a opposé à son compatriote Takam, on voit qu'il n'avait même pas les sous pour s'acheter des chaussures de boxe et qu'il a combattu avec ses sneakers. Mais cela lui permet de se faire remarquer. Il est alors dirigé vers la MMA, l'abréviation de Mixed Martial Arts, les arts martiaux mixtes en français. Un autre sport de combat qui combine des éléments du judo, du jiu-jitsu brésilien, de la savate, de la boxe pied-point, de la lutte, etc. Un sport qu'il ne connaissait pas en quittant le Cameroun et qui le détourne temporairement de son ambition de devenir boxeur professionnel. Il se donne quand même à fond là-dedans. Il se fait un nom, se construit une réputation et devient champion du monde de MMA, ce qui lui servira de tremplin pour retrouver son rêve originel d'entrer dans la boxe anglaise. Arrivé au firmament de la MMA, il décide de renégocier son contrat. À l'UFC, ses rémunérations par match étaient entre 200 000 et 600 000 $ pour un total de 3,5 millions de dollars en 7 ans. Ces demandes d'amélioration de conditions de travail comme une assurance maladie, non seulement pour lui, mais aussi pour les autres combattants, ont été balayées d'un revers de main, tout comme son souhait de pouvoir faire des matchs de boxe, d'avoir des contrats publicitaires individuels et des retombées financières plus conséquentes. Dana White, le patron de l'UFC, lui fait comprendre qu'il y a des limites que lui, Ngannou, ne peut pas dépasser et ne consent qu'à lui octroyer une augmentation de ses gains, mais qui ne correspond pas du tout aux attentes de Ngannou. Alors, au lieu de se coucher et d'accepter une offre insatisfaisante, Francis Ngannou décide de sauter le pas, de s'émanciper et de ne plus tomber dans le piège de l'exclusivité, de la monogamie appauvrissante. Sous les quolibets de beaucoup et alors que nombreux sont ceux qui lui prédisent un échec total et sa fin de carrière, dénigré par Dana White, il quitte l'UFC et signe avec une ligue concurrente, la PFL. Sans agent, il obtient que son contrat l'autorise à faire des excursions dans le monde de la boxe anglaise, à avoir des contrats publicitaires individuels, des assurances, etc. Et c'est dans cette foulée qu'est organisé le match du 28 octobre dernier en Arabie Saoudite, son premier vrai combat de boxe anglaise. La concrétisation de son rêve, avec pour adversaire rien de moins que le champion du monde invaincu des poids lourds Tyson Fury, le nobody de Battier qui défie le maître incontesté de la planète boxe, rien que ça. Et pour ce match, il gagne en une soirée le triple de ce qu'il a gagné en 7 ans de carrière à l'UFC, 10 millions de dollars. Mais ces gains ne sont pas seulement financiers.
Le 28 octobre, Ngannou crée la surprise au niveau sportif, envoie le champion du monde au sol, le contraint même à faire des fautes comme donner des coups de coude et il bat Tyson Fury, même si celui-ci est déclaré vainqueur. Si Ngannou n'a pas gagné ce match, ce n'est pas parce qu'il n'a pas battu Fury, car il l'a battu, mais simplement parce que le système est avec Fury. Néanmoins, à l'issue du match, le président du World Boxing Council a chuchoté son intention de faire entrer Francis Ngannou directement dans le top 10 au mois de novembre, alors que d'habitude, il faut plusieurs années et tout un parcours pour y arriver. Comme vous le voyez, la bataille de Riyad et la carrière de Ngannou qui y a mené sont pleins d'enseignements géopolitiques pour l'Afrique. Le cas Ngannou nous dit que le combat n'est pas facile, que la route de l'émancipation et du progrès est semée d'obstacles. Nous, Africains, nous allons aussi passer par des étapes qui ne sont pas nécessairement ce que l'on avait choisi. Mais si, comme lui, on garde le cap sur notre rêve de liberté et de prospérité, et si l'on fait confiance à notre potentiel, si on travaille dur pour se construire une réputation, une crédibilité, pour imposer le respect, le moment où on pourra choisir les bons partenariats pour réaliser notre vision arrivera. Ils vont nous balancer des terroristes dans les dents, financer des rébellions et des traîtres, couper leurs aides, inonder les médias de propagande négative, mais en restant focus sur nos objectifs, on surmontera tout cela. Le combat, c'est de dire, ok, aujourd'hui, je ne suis que le Niger, je ne suis que le Mali, je ne suis que le Burkina Faso, mais je peux aller plus haut, je peux aller plus loin et j'y vais parce que j'ai un potentiel que je peux mettre sur le marché. Ngannou arrive à Riyad uniquement avec sa matière première, c'est-à-dire la force naturelle de ses bras. Et c'est parce qu'il a été capable d'abord d'évaluer et puis de vendre sa matière première au juste prix qu'il a non seulement encaissé un chèque de 10 millions de dollars, mais également une place dans le classement de la boxe professionnelle. Le jour où les pays africains prendront conscience de la valeur de leurs matières premières et qu'ils seront décidés à imposer le rachat au prix juste, ou mieux, à les transformer sur place pour y ajouter encore plus de valeur, les choses vont aussi radicalement changer pour nous. J'ai entendu récemment quelqu'un qui a une grosse chaîne YouTube dire que l'uranium n'est pas une richesse en soi. Même si je vois où il veut en venir, c'est factuellement faux de dire cela. L'uranium, c'est une richesse. La façon dont on l'utilise va déterminer si c'est nous ou si c'est quelqu'un d'autre qu'il va enrichir. Entre celui qui considère qu'il fait une affaire en vendant la poussière jaune et celui qui comprend qu'il a plus à gagner en la transformant sur place et en installant des centrales nucléaires chez lui pour produire de l'énergie bon marché, chacun a sa vision, mais ça n'empêche pas que l'uranium est une richesse. Comme le pétrole, le cobalt, le fer, l'or, le cuivre, le gaz, le diamant, le lithium, comme le capital humain. C'est ce que tu en fais qui détermine si ça t'enrichit ou pas. Comme Ngannou avec l'UFC, nos pays ont raté leur premier partenariat, ceux conclus avec la France au moment des pseudo-indépendances à partir de 1958 en montant. Mais comme lui, nous pouvons corriger cela. Nous devons aussi apprendre à ne pas nous contenter du peu, de l'existante, des miettes qu'on veut bien nous jeter. Nous devons apprendre à dire non et à rompre avec la monogamie d'un mariage forcé pour privilégier la polygamie qu'on appelle multipolarité en politique, qui convient mieux aux intérêts de nos peuples et de nos États. C'est exactement ce que le Mali, le Burkina et le Niger ont fait en mettant fin aux accords de défense qui les liaient à la France depuis trop longtemps. Et en moins d'1 an, l'armée malienne est passée du statut de risée du monde qui s'entraînait avec des fusils en bois à celui d'une des armées les plus puissantes d'Afrique de l'Ouest, dotée d'équipements de combat aériens et terrestres, de munitions, de moyens de surveillance remarquables, signant des partenariats avec la Russie, l'Iran, la Chine et mettant en déroute les terroristes et autres sécessionnistes.
Pareil au plan diplomatique où le Mali a mis fin à la tutelle française à l'ONU et au plan politique où le premier pas vers la sortie de la Ligue UFC-CEDEAO a été posé avec la création de l'Alliance des États du Sahel. Une autre leçon que ce match nous donne est comment on peut affronter une puissance planétaire alors qu'on est soi-disant un petit, un nyama-nyama qui ne pèse rien, qui n'a aucun atout, aucun pouvoir et qui devrait se contenter des miettes qu'on lui jette. C'est exactement ce que Ngannou a fait en allant défier le champion du monde de la catégorie reine de la boxe anglaise. Venu de nulle part, partant largement perdant, il est monté sur le ring et parce qu'il avait confiance en lui, parce qu'il a choisi des alliés stratégiques comme Mike Tyson, parce qu'il a un potentiel et un talent énorme et surtout parce qu'il est intelligent, Ngannou a créé la surprise. Mais en boxe, en tant qu'outsider, si tu veux gagner contre le champion du monde, tu dois le mettre KO ou bien tu dois le dominer de façon tellement éclatante qu'aucune tricherie ne permettra de le déclarer vainqueur. C'est la même chose dans la lutte d'émancipation dans laquelle nous nous trouvons. Le Mali, le Burkina ont battu la France. Le monde entier le sait. Mais le système de Bretton Woods, l'ONU et ses démembrements, la Banque mondiale, le FMI, etc., qui a été mis en place à l'issue de la Deuxième Guerre mondiale par les vainqueurs d'alors pour pérenniser leur domination sur le reste de la planète, ainsi que l'Empire france-africain, deux des juges du match de Riyad essaient encore de retarder l'inéluctable envol de ces pays et de l'Afrique. Les autorités maliennes et burkinabées sont décomplexées. Elles ont fait de nouvelles alliances stratégiques gagnantes. Elles sont conscientes de toutes les ressources dont disposent leurs pays respectifs et elles sont décidées à ne plus rien brader. En éjectant l'armée et les diplomates français et onusiens, elles ont envoyé la France au tapis. Mais pour se libérer totalement et être définitivement et unanimement déclarées vainqueurs, elles doivent sortir du franc CFA. La monnaie est, je vous le rappelle, un des plus importants instruments de souveraineté. Il y a trois choses qui sont vitales pour nos pays actuellement. Je dis bien trois, pas quatre, pas cinq, trois. Gérer sa propre monnaie, sécuriser nos ressources et produire de l'énergie. Pour tout le reste là, les écoles, les hôpitaux, les infrastructures, les routes, les emplois, les réformes scolaires, agricoles, foncières, etc., il faut de l'argent. Et l'argent, ça vient de là. La monnaie, l'armée bien équipée pour sécuriser nos ressources et la production d'énergie fossile nécessaire à notre industrialisation. C'est ça qui constituera le chaos pour la France et l'ancien système. La toute dernière leçon, mais pas la moindre, c'est celle de la solidarité, de la force de l'unité. Alors bien sûr, on peut parler de l'unité de toute l'Afrique qui a soutenu Ngannou comme un seul homme, loin des très vilains clashs entre Ivoiriens et Camerounais qu'on peut voir ces derniers temps sur les réseaux sociaux en amont de la Coupe d'Afrique des Nations de football. Mais la solidarité que je voudrais mettre en exergue ici est celle dont a fait preuve Francis Ngannou. Au moment de signer son nouveau contrat avec la PFL, il exige et obtient que les fighters qui vont lutter contre lui au sein de la Ligue soient rémunérés à hauteur de 2 millions de dollars par match. Loin, très loin des 200 000 à 600 000 dollars que lui-même encaissait en tant que champion à l'UFC. C'est-à-dire que Ngannou n'a pas seulement pensé à son bien-être personnel, mais il a également intégré l'intérêt de ses camarades dans ces négociations. Et ça, c'est une immense leçon pour nos chefs d'État. Une leçon que certains ont déjà compris, comme le colonel Assimi Goïta, comme le capitaine Ibrahim Traoré, qui, dès que la France et ses pantins de la CEDEAO, Ouattara et Tinubu en tête, ont voulu agresser militairement le Niger pour établir le laquais france-africain Bazoum au pouvoir, ont décrété que toute agression contre ce pays serait considérée comme une déclaration de guerre contre le Mali et le Faso. Il le démontre aussi par la création de l'Alliance des États du Sahel, la mise en commun des moyens de défense pour débarrasser la région des boules puantes terroristes implantées et entretenues par la France pour déstabiliser durablement le coin.
Les autres pays devraient d'ailleurs en tirer des leçons et se mettre ensemble pour négocier et exploiter leurs ressources, plutôt que d'y aller chacun de son côté, avec au bout du chemin des deals parfois misérables. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Un grand merci à Francis Ngannou pour sa carrière impressionnante, sa personnalité et ses choix inspirants. Si les pays africains comme lui savent évaluer, vendre et ou transformer réellement leur potentiel, c'est-à-dire leurs matières premières, s'ils se construisent une vision ambitieuse pour leur avenir et leur population, s'ils décident d'affronter le monde comme il l'a fait avec le désert, avec la Méditerranée ou Tyson Fury, s'ils s'unissent pour frapper durement à la tête leurs adversaires et pour envoyer au tapis le système france-africain, s'ils ne renoncent jamais à l'exigence de partenariats gagnant-gagnant, s'ils sécurisent les acquis de cette lutte d'émancipation à chaque étape, alors ils pourront s'envoler vers la liberté et le progrès et sortir une fois pour toutes de leur statut de proie pour entrer dans la catégorie des chasseurs, comme Francis Ngannou, dont le surnom est le prédateur. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Si elle vous a plu, n'oubliez pas de mettre un like et de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Sur ce, merci et à très bientôt.